6h14, c'est l'heure des experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Alors là, c'est pas évident ce matin. Günaydin. Très bien, on va donc en Turquie. Axel de Tarlé qui va nous parler économie et de TF1 qui change de patron. On va parler politique avec Alexandre Kara. Et Anne Le Gall va nous proposer des chaussures de ski qui vont vite, qui font pas mal aux pieds. Bref, le monde idéal de demain, c'est l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Günaydin. Axel de Tarlé, on connaîtra officiellement cet après-midi le nom du nouveau patron de TF1. Et Axel, vous avez déjà une petite idée sur le nom du successeur de Nonce Paolini. Voilà, c'est un secret de Polichinelle. Ce devrait être Gilles Pélisson. Gilles Pélisson qui a été patron d'Accor, mais qui a surtout été, au début des années 2000, patron de Bouygues Télécom. Donc c'est un proche de Martin Bouygues, exactement comme l'était Nonce Paolini, parce que chez Bouygues, c'est important d'être du sérail. Voilà. Alors quelle sera la feuille de route de Gilles Pélisson à la tête de TF1 ? Quels sont les grands défis qui l'attendent ? Alors le défi, c'est de rester numéro 1 face à la déferlante du numérique, parce qu'autrefois le monde était simple, vous aviez la télé qui trônait au milieu du salon et on l'oublie, mais quand vous allumiez votre poste de télé, spontanément on tombait sur la une. C'est la raison historique du leadership de TF1. Voilà. Alors aujourd'hui c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui dans des foyers vous avez une multitude d'écrans connectés, le PC, la tablette, le mobile. Les jeunes regardent, on dit même plus la télé, ils regardent des vidéos dans leur chambre. Ils regardent Europe 1 sur europe1.fr. Voilà, mais ils regardent aussi beaucoup YouTube, Facebook, enfin tout. Alors, et toute la question c'est comment faire en sorte qu'ils aillent sur TF1. Eh bien, il n'y a pas de secret. Pour aller sur TF1, il faut que TF1 propose des contenus originaux. Il faut des bons programmes, quoi, en fait. Exactement. Donc, il faut investir. Si vous diffusez des séries américaines que tout le monde propose, vous êtes mort aujourd'hui. Donc, il faut proposer des séries qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, TF1 a passé, par exemple, un accord en matière de séries avec les studios américains Universal, s'il vous plaît, pour produire des séries spécialement adaptées au goût français, spécialement pour nous. Ça passe aussi par l'information. Le 20h de TF1, c'est un produit exclusif qu'on trouve nulle part ailleurs. L'Euro 2016 de football. Alors tout ça, ça coûte très cher à un moment où les recettes publicitaires s'effondrent. Donc vous voyez, l'équation est compliquée, mais c'est un sacré défi. C'est comme toutes les entreprises, il faut innover pour que ça marche finalement. Oui, et il y a un changement de métier pour TF1 qui était autrefois un diffuseur et qui va devoir devenir un producteur avec des produits exclusifs de qualité. Alex Taylor. C'est pas que dans le privé en Grande-Bretagne, il y a un grand débat en ce moment sur l'avenir de la BBC. La BBC dit qu'est-ce qu'on va pouvoir diffuser, parce qu'eux aussi ils sont la première chaîne. Et ils sont attaqués aussi. Voilà. Ouais, Oui, exactement. Voilà. Et donc il faut avoir des produits exclusifs de qualité pour se résister dans ce nouveau monde où tout le monde a accès à tout. TF1 qui, rappelons-le, reste leader sur les programmes et sur l'info aujourd'hui en France. Voilà. Alex Taylor, tiens, on revient vers vous avec des déclarations contradictoires au Parlement européen où l'on a beaucoup parlé de la Turquie donc hier. Oui, c'est ce qui se passe quand on reste scotché devant la télévision qui retransmet les débats. J'ai relevé ça. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a dit que l'Union européenne a besoin de la Turquie, évidemment, pour trouver une solution pour les migrants, même si, dit-il, certains manquements de liberté de la presse sont constatés. Je le cite, « Nous pouvons harponner la Turquie sur ces questions, mais où est-ce que cela va mener dans nos discussions ?» Il a même plaidé pour plus de fonds, 3 milliards d'euros, plutôt que les 200 millions prévus dans le budget pour aider la Turquie à gérer ces 2,2 millions de migrants sur place. On essaie d'être gentil et de se réconcilier, en tout cas de ne pas se fâcher avec la Turquie. En même temps, hier, c'est plutôt mal tombé, Alex. Oui, parce que justement, Thomas, hier, à Ankara et à Istanbul, la police est descendue dans les bureaux d'un grand groupe de presse qui détient 22 journaux et télévisions. Il y a du gaz lacrymogène contre les manifestants devant les bureaux. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, le président cette fois-ci, a été obligé de tweeter dans la soirée sur le besoin de médias libres en Turquie et nous ne signerons pas de chèque en blanc avec ce pays. Ça, c'est ce qu'a tweeté donc Martin Schulz. Ouais. Ça reste un sujet compliqué pour l'Europe, la Turquie. Et tout ça à la veille d'élections là-bas, c'est dimanche. Oui, je vous rappelle que c'est la deuxième fois en 6 mois que le président Erdogan essaie d'obtenir une majorité dans un contexte très explosif avec l'attentat meurtrier d'il y a 3 semaines. Parce qu'en gros, les précédentes élections ne lui avaient pas plu. Le résultat ne lui a pas plu. Ouais, c'est ça. C'était pas très conclusif. Il y a un incident, si vous permettez, qui résume le tout. Erdogan a reculé de 2 semaines l'heure d'été. Les Turcs devaient passer à l'heure d'été comme nous dimanche dernier. Il a essayé de reculer de 2 semaines pour que les gens puissent aller voter dimanche avant la tombée de la nuit. Mais manque de peau, les appareils électroniques n'ont pas suivi. Donc c'est la pagaille partout. Dimanche, par exemple, le hashtag le plus suivi en Turquie, c'est « Quelle heure est-il en Turquie ?» Donc ça résume parfaitement la pagaille
dans ce pays, c'est une élection combien importante vu la situation des migrants en ce moment. En Europe aussi, des fois, quand un référendum donne un résultat et qu'on n'est pas content, on fait revoter les gens. Hein. C'est déjà arrivé. Et on remarque d'ailleurs que la Turquie se réinvite dans le débat en France, puisque entre la droite et la gauche, comme aujourd'hui une partie de la droite soupçonne l'Europe de vouloir faire revenir sur le tapis l'intégration de la Turquie en Europe, ça va redevenir un débat pour 2016 et pour la présidentielle probablement. Revenons sur le terrain politique intérieur avec vous, Alexandre Carra. On sait qu'il n'y a pas eu d'effet Sarkozy cette année sur les adhésions dans le parti des Républicains, puisque le chiffre n'a pas bougé. Et ce matin, vous nous révélez pourquoi ce chiffre n'a pas bougé. Il y a des vraies raisons. Oui Thomas, et la raison principale de cette stagnation, c'est que beaucoup de militants de droite ont choisi leur camp déjà pour la primaire et préfèrent supporter le micro-parti de leur candidat. Ils sont aujourd'hui aux environs de 80 000 à préférer soutenir directement Alain Juppé, François Fillon ou Bruno Le Maire. Parce qu'en fait, chacun de ces candidats a sa propre petite structure. C'est ça les micro-partis, indépendamment des Républicains. Mais est-ce qu'ils ont des ressources financières du coup pour survivre ces petits partis? Exactement Axel. Là encore, ils siphonnent ce qui pourrait être l'argent pour les Républicains. Si on additionne les dons reçus par Force Républicaine de François Fillon, le CAP de Alain Juppé, c'est le nom de ces micro-partis, avec BLM de Bruno Le Maire, on obtient pour l'année 2015 un pactole de plus de 3 millions d'euros. Alors en proportion, c'est beaucoup ou pas? Voilà, oui, c'est pas mal parce qu'en comparaison, les Républicains devraient finir l'année, eux, aux alentours de 8 millions d'euros. Ah oui, donc vous voyez, c'est presque la moitié. Mais comment vous expliquez, vous Alexandre, cet engouement pour ces micro-partis? Tout simplement parce que la primaire de 2016 cristallise avant l'heure les oppositions à droite. Beaucoup de supporters de Fillon, Juppé ou Le Maire considèrent qu'adhérer aujourd'hui aux Républicains, c'est soutenir Nicolas Sarkozy. Alors ils préfèrent rejoindre directement la structure de leur champion. Et puis, la formule des primaires ouvertes favorise ce phénomène, car vous savez, pour voter à l'automne 2016, pas besoin d'avoir sa carte des Républicains. Aussi, il y a fort à parier que ce mouvement va s'amplifier encore quand la campagne va vraiment commencer, c'est-à-dire au soir du deuxième tour des régionales. Mais on imagine que ce sont des partis éphémères. Ils vont disparaître ils ont après évidemment, non, ils vont continuer d'exister, mais ils sont mis en sommeil en général. Là, ils ont une raison précise, c'est qu'il faut récupérer du monde, de l'intendance, et aussi de l'argent pour préparer la primaire. Donc c'est pour ça que ces micro-partis, et puis surtout, à partir du moment où on considère que c'est Nicolas Sarkozy qui dirige et qui tient la structure du parti, on essaie de passer par les côtés. Exactement, on contourne.